Bienvenue chez Horloge, il est 8h58 et on s'en va donc pour 45 minutes de podcast concernant donc l'aliénation parentale. Ce podcast a pour objectif, donc comme on vous l'a dit, d'informer, de structurer, d'outiller, d'accord? On va voir des définitions claires des mécanismes psychologiques, l'impact sur les enfants et les parents, le cadre juridique français aussi, les signaux faibles, les stratégies de protection, les erreurs à éviter et aussi le plan d'action concret. Un enfant qui rejette soudainement un parent sans raison objective, c'est un discours d'adulte dans une bouche d'enfant. Une haine apprise, pas vécue. Donc ça, c'est la définition de l'aliénation parentale. Je répète, un enfant qui rejette soudainement un parent sans raison objective. Un discours d'adulte dans une bouche d'enfant, une haine apprise, pas vécue. L'aliénation parentale, il faut savoir que c'est un processus par lequel un parent va influencer consciemment ou inconsciemment, hein, c'est important de l'entendre, inconsciemment, un enfant pour qu'il rejette l'autre parent. Sans motif réel, hein, c'est lié à des violences, un abus ou des dangers objectifs. Donc, c'est pas du tout un conflit parental classique, hein. Ce n'est pas non plus un désaccord éducatif, ce qui aurait pu nous faire croire justement que l'aliénation vient suite à un désaccord. Et ce n'est pas non plus une préférence affective naturelle. Par contre, l'aliénation parentale, n'oubliez pas que vous pouvez être un parent qui va venir influencer consciemment ou inconsciemment. C'est plutôt le inconsciemment qui fait un peu plus peur que le consciemment. C'est une manipulation psychologique, hein, faite directement à l'enfant. C'est aussi une rupture artificielle du lien. Donc, on va venir créer la rupture, hein, entre l'enfant et le parent sur lequel on va justement vouloir couper le lien. Et on va vers une instrumentalisation de l'enfant. Ce concept, aliénation parentale, va voir le jour dans les années 80. C'est un certain Richard Gardner, d'accord, qui va venir mettre en place on va dire, cet aspect psychologique. Même si ce terme est toutefois controversé, médicalement parlant, d'accord, parce que c'est pour ça qu'on parle c'est un effet psychologique, mais qui aujourd'hui, hein, donc ce phénomène clinique, clairement, est reconnu désormais par les tribunaux. Pendant longtemps, ça a été compliqué de le faire reconnaître par les tribunaux parce que justement, c'était un aspect psychologique. Au niveau de l'aspect psychologique qui arrive devant les tribunaux, on va parler de conflit de loyauté chez l'enfant. D'accord? Et ça, on va le voir. On le verra en détail par la suite. Donc, au mécanisme psychologique. Souvent, les techniques employées, les techniques de manipulation employées, vont être de l'ordre de la dévalorisation systématique de l'autre parent. Hein. Il est nul, il parle tout le temps, en employant souvent aussi des grossièretés, hein, des mots, voilà. Et en plus, c'est un menteur ou c'est une menteuse, c'est une... Voilà, on l'entend souvent, d'accord? Donc on va venir... Le parent qui aliène va dévaloriser l'autre parent. À l'enfant, hein, d'accord? Donc n'oubliez pas, donc là, vous avez un enfant qui reçoit le message de son parent vers l'autre parent, comme quoi l'autre, eh ben, c'est quelqu'un de mauvais. Dans l'aliénation, souvent, dans la technique de manipulation, on va retrouver aussi des mensonges répétés. D'accord? Oui, mais tu sais, ta mère, elle est comme ça, et ton père, il est comme ça, nanana, et ça va se répéter, d'accord? C'est des mensonges. Ils vont créer une histoire parce que justement, il faut instrumentaliser. Donc, pour manipuler, on va créer un personnage odieux
Et donc on va dessiner, on va peindre un portrait très, très noir de l'autre parent pour justement que l'enfant ne puisse plus aimer. Parce qu'à la base, l'enfant aime son père ou sa mère, hein. C'est un amour inconditionnel, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc, il va venir donc répéter des mensonges. Dans la technique de manipulation, on va retrouver aussi la victimisation, d'accord? Donc ça, la victimisation, c'est très, 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 très important. C'est-à-dire que souvent, le parent qui est alien se dit victime d'eux, hein. Tu verrais ce qu'elle m'a fait, tu verrais ce qu'il me fait, hein. Et puis il était méchant, et puis elle était méchante, et puis c'est toujours moi qui a dû, hein. Donc comme ça, on va créer une sorte pour venir en fait faire de la peine dans le cœur de l'enfant pour qu'il puisse regarder, hein, l'autre parent et le prendre en victime pour qu'il puisse voilà, acquiescer qu'effectivement on est face à une personne mauvaise. Il va y avoir aussi beaucoup de pression affective. Qu'est-ce que la pression affective? La pression affective, c'est quand le parent justement qui va aliéner va dire à son enfant euh, si tu l'aimes, tu me trahis. Hein, c'est là le conflit. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure rapidement. C'est le conflit de loyauté. Hein. Si tu vas et que tu l'aimes, eh ben, tu vas me trahir. Parce que moi, en fait, moi, cette personne, elle me fait du mal. Hein. Moi, exactement. Donc, donc il y a cette pression, justement, voilà, on peut l'appeler aussi chantage, hein, l'appeler aussi chantage, mais c'est vraiment une pression qui se met parce qu'il n'y a pas de contrepartie hein, par rapport au chantage. Là, c'est vraiment, c'est si tu m'aimes, tu me trahis. Hein. Donc là, l'enfant, il se dit, OK. Donc en fait, là, je suis face à un parent qui est mauvais, qui est méchant, qui fait du mal à ma mère ou qui fait du mal à mon père. En réalité, si en plus de ça, moi je suis pas quelqu'un de méchant, moi je j'aime pas voir les gens souffrir, surtout moi mes parents. Et là pour le coup, si jamais j'aime l'autre, je vais trahir le parent qui souffre. Donc la victimisation. Il va y avoir aussi, d'une certaine manière, lors de la séparation, une réécriture de l'histoire familiale, d'accord? Selon en plus l'âge de l'enfant, on va venir réécrire l'histoire, c'est-à-dire que bah, la personne a toujours été mauvaise. Il n'y a jamais eu d'instant heureux. Voilà, tout est négatif. Et donc, on va réécrire l'histoire, mais à sa manière. Hein. Donc, toujours dans le but de se victimiser, de pouvoir créer des mensonges répétés et pour dévaloriser, en fait, l'autre parent. Et donc, ils vont créer, à ce moment-là, des faux souvenirs. Donc, tu ne sais pas, mais toi, tu étais bébé, tu étais dans mon ventre, il m'a tapé. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses où, quand elle était plus jeune, quand je l'ai rencontrée, elle ne faisait que sortir, c'était une alcoolique. Voilà, on entend ces choses-là. Hein. Donc, on vient noircir vraiment le tableau pour enlever et mettre la haine dans le cœur de l'enfant. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi l'enfant adhère. Pourquoi l'enfant adhère? Bah, premièrement, euh, la dépendance affective. L'enfant, lui, si j'ai pas mes parents, je suis pas bien. Hein. Donc, euh, il se dit quoi? Il se dit, il est hors de question que je perde mon parent. Le parent dominant. Le parent dominant, c'est celui qui justement on parle de parent dominant, c'est celui qui justement qui est alien, c'est-à-dire celui voilà, qui a la force et qui vient et qui pose et qui impose même. Hein, c'est même plus qui impose. Donc, il impose les choses et donc l'enfant inconsciemment a peur de perdre ce parent. Hein. L'enfant a vraiment peur de perdre son parent et il ne veut pas être abandonné. L'enfant, faut le savoir que l'enfant, quand l'enfant a besoin d'être
en sécurité, d'accord? Il a peur de l'abandon, il a peur de, voilà, de tout ça. Et donc, du coup, il va adhérer parce qu'il a peur de perdre justement ce parent, hein, qui pour lui, en vérité, est un héros, hein, vu qu'il a subi tout ce mal d'une personne, etc. Et il y a ce besoin de loyauté aussi, hein. À un moment donné, il se dit: «Bon, bah, moi, je suis quelqu'un de bien». Il veut se ôter aussi la culpabilité, hein, faut le savoir. Ça, on reverra dans un autre podcast de Les enfants du divorce à venir, hein, c'est le prochain d'ailleurs. Heu, il se dit: «Bon, voilà, c'est de ma faute», hein. Et là, pour le coup, on a trouvé un autre coupable. Donc là, il se dit: «Bon, besoin de loyauté», et il va, inconsciemment, voilà, se dire: «Bon, bah, c'est bon, c'est pas moi». Et là, donc, il va venir, en fait, ce besoin d'être loyal vis-à-vis, justement, de ce parent dominant. Et on fait face là pour le coup, ben, d'une immaturité complètement, d'une immaturité cognitive, hein. Il ne sait pas, il est en pleine construction comme on l'a dit, il a ce besoin de sécurité, donc la peur de tout perdre. Donc voilà, donc il va adhérer, facilement, à ce à cette, à cette aliénation, malheureusement, hein, pour la plupart du temps. Donc vous avez une absence de l'enfant qui ne veut plus parler à l'autre parent, qui le rejette, hein. C'est très douloureux, hein, pour le parent qui subit l'aliénation, hein, d'ailleurs. En fait, on a un effet, ça devient un effet boule de neige, hein. Parce que plus l'enfant, on va lui répéter, plus il va y croire. Et donc, le cerveau, lui, va consolider une fausse réalité. Et le parent victime d'aliénation, lui, se retrouve en fait dépourvu de son amour, hein, d'accord, qu'il a aussi pour son enfant. Parce que et souvent sur la route, certains vont carrément abandonné. Alors, ils se disent: «Bon, c'est bon, je ne peux plus. Voilà, il veut pas me parler, il veut pas m'approcher, j'envoie des messages, il ne me répond pas, il ne veut pas venir me voir lors des droits de visite et d'hébergement». Ou ça se passe très mal, à la maison, il me regarde mal, il m'insulte, parce que j'ai fait du mal à son père ou à sa mère, hein. Parce que quand et ce n'est pas le parent gardien qui est forcément le parent dominant, hein. Il y a des cas de figure où justement le parent gardien subit l'aliénation parce que il suffit de la répétition d'un week-end sur deux chez le père, par exemple, pour le père qui constamment, c'est une parce que souvent on entend souvent les mêmes choses. Elle a fait ça pour nous détruire. Moi j'ai tout fait pour la maison. Moi je. Et aujourd'hui je suis tout seul et je suis pas bien et vous m'avez abandonné. Donc, il va créer une certaine culpabilité. Donc, plus on va répéter à l'enfant, et là, tac, ça s'installe. Donc, la fausse réalité s'installe et l'enfant adhère, hein, rentre dans sa dépendance affective. On va créer les premières blessures aussi. C'est pour ça que lorsque vous vous séparez, faites attention de bien discuter avec vos enfants, surtout à l'âge entre 6 et 7 ans, hein. C'est très important. Mais ça, on en parlera dans les enfants du divorce. Vous verrez que comment ça se passe en fonction de l'âge et ce qui se passe dans la tête de ces enfants lors d'une séparation. Là, on va aller faire un tour du côté des profils justement typiques de ces acteurs, d'accord? Donc, on va avoir le parent aliénant et on va avoir le parent aliéné et l'enfant, d'accord? Donc, on va aller faire un tour du côté du parent aliénant. Donc, le parent aliénant, il a souvent besoin de contrôle. C'est-à-dire, il faut absolument qu'il contrôle tout. Mmh. Il va avoir une personnalité très narcissique, d'accord? Ou borderline. D'accord? Et c'est très fréquent, hein. C'est comme ça qu'on arrive à les analyser et à reconnaître, hein. Donc moi je, hein, comme on a dit, et puis, un ego surdimensionné, hein. Il faut absolument qu'on m'aime moi, il faut absolument que ce soit à moi, c'est mes enfants, non, tu n'auras rien, tu m'as fait du mal, donc je vais te faire payer, hein. Heu et c'est souvent le parent je dis bien le parent, parce que une fois que c'est ses parents, on parle plus de couple, hein, on parle de parents. C'est le parent, qui ne tolère pas, il est dans l'incapacité de tolérer la séparation.
Il est vraiment là, il est perturbé par la séparation. Il ne veut pas l'accepter. Donc, dans la non-acceptation, parce que peut-être il aime encore l'autre parent, d'accord? Ou quelquefois c'est même la personne qui a initié la séparation, c'est-à-dire que c'est dans un divorce choisi, mais il y a toujours des sentiments pour l'autre. Je t'en veux parce que tu n'as pas répondu à mes besoins et tu m'as forcé ou mené à la sortie, mais je t'aime toujours et j'ai fait des efforts et vous voyez? Et c'est pour ça qu'on dit que quelquefois, vous pouvez être le parent aliénant, mais inconscient. Donc vous ne vous en rendez même pas compte que vous êtes en train d'aliéner, d'accord? Parce qu'au final, l'incapacité de tolérer la séparation. Donc attention quand vous vous séparez, de bien réfléchir et de faire ce travail d'acceptation, hein, d'accord? Ça peut durer en moyenne, on était jusqu'à 2 ans, maintenant on passe à 3 ans à peu près pour le deuil du divorce, qui sera le sujet d'un autre podcast. Et il y a aussi cette barrière, enfin ce parallèle où le parent aliénant ne fait pas la différence entre le couple et la parentalité. En effet, quand vous êtes en couple, vous êtes ce qu'on appelle des parents, d'accord? Quand vous opérez sur l'éducation de vos enfants, on est des parents. Et quand on sort du couple, on devient, en fait, ça s'appelle de la coparentalité. Donc, et là, le parent aliénant, souvent, il est encore dans sa tête, dans le couple, d'accord? Il est dans une projection de couple, c'est-à-dire, il me doit ou elle me doit encore quelque chose. Elle m'appartient encore, et donc, je vais raisonner comme j'étais déjà dans le couple. C'est-à-dire que si j'avais pour habitude de gueuler, si j'avais pour habitude d'imposer des choses, il va continuer ou elle va continuer, on parle d'individu, à penser qu'on est dans un couple. Or que, il ne prend pas conscience que là, on opère sur une parentalité, d'accord? Une coparentalité, parce que du coup, on ne vit plus dans le même foyer, donc il va falloir coordonner les 2 emplois du temps pour que justement que ça se passe bien pour l'enfant. En ce qui concerne, donc là, on a vu le parent aliénant. On va aller faire un tour du côté du parent aliéné. Le parent aliéné, donc c'est celui qui subit, d'accord? Euh, le profil du parent aliéné, il est souvent rationnel, d'accord? C'est quelqu'un de très rationnel, légaliste. C'est celui d'ailleurs qui va subir forcément, sans forcément parler, ou mener une action aussi, hein. C'est très difficile pour lui, hein. Donc, il va aussi, pour le coup, sous-estimer la manipulation. Ça veut dire qu'il ne le voit pas tout de suite, hein. Le parent aliéné, souvent, alors pour lui, le fait est d'avoir passé du temps avec cette personne, avoir fait un enfant avec cette personne, il est inimaginable qu'on puisse faire du mal, ne serait-ce à l'enfant déjà pour commencer, et sur lui-même, parce que bah, voilà, ok, on se sépare, mais voilà, il faut qu'on reste, faut qu'on reste rationnel. On ne peut pas normalement faire autant de mal, surtout à ses enfants. Et malheureusement, le parent aliéné, il va se défendre, il va mal se défendre, mais émotionnellement parlant. C'est-à-dire, heu, justement, il a du mal parce qu'il prend de plein fouet justement la désunion de son enfant et du coup, c'est très compliqué, lorsque vous savez, quand il y a de la répétition sur le parent dominant, hein, le parent aliénant, c'est difficile de venir et de dire: «Non, mais c'est pas vrai», hein. Que vous savez, comme une rumeur quand elle est dite, il faut en 30 secondes, on ruine votre réputation. Il faut à peu près un peu plus de 15 jours avant qu'on vous croie ou que vous ramenez, voilà, les preuves et cetera et ça part aussi en bataille et souvent le parent aliéné, comme c'est quelqu'un de très légaliste, donc d'une part, il va sous-estimer la manipulation, il va dire: «Non, mais ça va aller, ça va s'arranger» et donc il ne fait pas forcément non plus le nécessaire pour justement venir équilibrer ou essayer de sortir l'enfant de cette aliénation, et donc il laisse faire et souvent, comme on l'a dit, la plupart abandonnent, hein. Ils disent: «Bon, bah, tant pis, voilà, c'est comme ça et j'abandonne. Je jette l'éponge». Le Concernant le profil de l'enfant, donc là, on a vu le parent aliénant, on a vu le parent aliéné et maintenant on va voir le profil de l'enfant. L'enfant, lui,
est souvent prisonnier du conflit, hein, d'accord? Faut savoir ce qui se passe dans sa petite tête, enfin son petit profil à lui. Heu et il se retrouve avec une double contrainte psychique, hein. Donc là, il a 2 parents, lui il aime les 2, hein, il aime les 2. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est prisonnier d'un conflit, parce que dans le fond, même s'il subit l'aliénation, sachez bien une chose, si vous êtes victime, justement, si vous êtes un parent aliéné, sachez que vos enfants vous aiment, hein. Il est juste pris par le cerveau, comme on a dit tout à l'heure, euh, il est pris dans la consolidation donc d'une réalité, d'une fausse réalité, et donc, mais il aime profondément son parent, hein. Voilà. C'est pour ça il ne faut pas lâcher, et il faut aller chercher la solution, et on va voir, hein, de toute manière, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, hein. On va le voir un peu plus tard dans le sujet. Et souvent l'enfant qui est victime d'aliénation parentale va perdre sa sécurité interne, hein. Et là, on l'a dit tout à l'heure et on le redira jamais assez, un enfant a besoin de se sentir en sécurité. Et ce qui se passe, c'est que là, ça devient très destructeur, et donc on va ouvrir des failles, la dépendance affective, les blessures de l'âme. On va toutes les avoir en général, hein, un enfant victime comme ça d'aliénation. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très très prudent, et de savoir aussi les conséquences, hein. Vous savez, les conséquences qu'il va y avoir quand justement l'enfant est victime d'aliénation, hein. Parce que c'est très psychique, hein. On vous a dit que c'était une double contrainte psychique. Donc, eh ben justement, sans transition, on va voir justement les conséquences à court et moyen et long terme concernant justement tous ces profils. Donc, on était sur l'enfant, on continue d'abord sur l'enfant, hein. Euh, Chez l'enfant, si vous voulez voir si votre enfant est victime d'aliénation, parce que vous pouvez être le parent aliénant et sans vous en rendre compte, hein, d'accord? Donc attention, vos mots, ce que vous dites, etc. Et donc, souvent, l'enfant, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'anxiété, euh, des troubles de l'attachement. Il va avoir beaucoup de difficultés relationnelles. À l'école, on va le voir, hein, il va y avoir un décrochage scolaire, des notes en chute libre, où il va faire des bêtises, un comportement qui va être changeant, qu'il n'avait pas forcément l'habitude de faire. Et selon l'âge, hein, attention, hein, d'accord. Il va même quelquefois rentrer en dépression. Oui, ça existe, hein. La dépression n'appartient pas qu'aux adultes, d'accord. Donc attention, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une dualité, hein. Donc, il rentre dans une fausse réalité, mais en même temps, il sait la vérité, parce que son père ou sa mère, hein, il ressent l'amour de son père et de sa mère lorsqu'il se retrouve avec. Et puis, il a l'impression de devenir fou, parce qu'il se dit, mais j'ai un parent qui me dit, il ou elle est comme ça, et quand je suis avec, on n'est pas du tout dans ça. Comme on a dit, le parent aliéné, lui, il sous-estime la manipulation, donc lui, il continue à vivre normalement, et il se dit, bon, il essaye de se battre tant bien que mal, et il joue quand même son rôle de parent, et donc l'enfant, bah voilà, donc ça crée une dualité en lui, et donc, et c'est pour ça que ça va créer donc de l'anxiété, et qu'il va avoir surtout un trouble de l'attachement, hein, attention. Et souvent, il va y avoir une reproduction du schéma toxique, parce que là, on est dans de la pure toxicité. Attention, hein, on répète les actions, et donc on va reproduire inconsciemment ce schéma. Donc, à long terme, voilà. Plus tard, quand il sera adulte, donc quand c'est comme ça, on va créer donc une ouverture dans une insécurité totale, donc une faille, une dépendance affective, et souvent, il va reproduire ce schéma plus tard. Donc, il y a forte chance qu'il devienne lui-même un parent aliénant, et donc avec des défaillances affectives. Donc, ça a des conséquences quand même assez lourdes à long terme, hein. Concernant le parent aliéné, alors, le parent aliéné, lui, il va y avoir un effondrement psychologique.
Donc, en fait, il est dévasté, hein. Il est clairement dévasté. Il est clairement dévasté par ce qui se passe, hein. Voilà, ça va être la double peine, hein. Ça va être la double peine. Il y a une tristesse, une sorte de dépression aussi qui arrive, hein, d'accord. Euh, et en plus de ça, donc il va finir par s'isoler socialement, d'accord, parce qu'en fait, on ne le croit pas. Il n'a pas forcément de soutien. Et en plus, c'est quelque chose qu'on n'a encore pas encore vraiment. On est juste en train de le reconnaître, hein, dans les tribunaux. Et c'est difficile à faire reconnaître parce que justement, c'est psychologique, hein, vous comprenez. Et le parent aliéné souvent ne veut pas admettre ou entendre que ça se passe comme ça, et donc on veut pas ramener l'enfant chez la psychologue, etc., etc. Malheureusement, la seule bataille qui va se mener aux parents aliénés, ça va être une bataille judiciaire. Donc forcément, il y aura aussi des dépenses financières liées aux procédures, et donc du coup, ben, un coût financier. Or que il était peut-être préférable d'emmener l'enfant voir un psychologue pour justement le rassurer sur qu'est-ce que les parents, etc., etc. Voilà. En ce qui concerne la société, l'aliénation, ouais, forcément, il y a des conséquences, hein, parce que en plus, on en a de plus en plus des parents séparés et de plus en plus de cas d'aliénation parentale. Euh, la judiciarisation, pardon, excessive, c'est-à-dire que, en fait, à force, le parent aliéné n'a pas d'autre choix voilà, elle ne me présente pas les enfants, il ne paye pas la pension, donc on va multiplier les procédures auprès du juge aux affaires familiales, donc une demande excessive auprès des tribunaux pour justement essayer d'échapper à cette aliénation, mais c'est pas forcément la bonne direction qu'il faut prendre, parce que de toutes les manières, ce n'est pas en condamnant l'autre à payer plus ou à exiger le droit. En fait, il faut vraiment aller soigner le mal là où il est. On a, en plus, concernant quand on veut aussi, de toute manière, aller soigner l'enfant, et en essayant justement de justifier qu'il est victime d'aliénation parentale, ou que vous êtes vous-même un parent aliéné, c'est très très difficile, parce que pour le coup, il n'y a pas de reconnaissance officielle, il faut le savoir, dans, dans, dans- comme diagnostic, hein, on parle d'effets, hein. Euh, Cependant, au vu du comportement et des attitudes d'un des deux parents, hein, celui qui aliène justement, le parent aliénant, on peut reconnaître une situation de danger psychologique, d'accord. Et c'est là où on va révéler l'aliénation, en fait, indirectement. Mais on n'ira pas dire aliénation parentale à proprement dit, d'accord. On va plus utiliser des notions comme manipulation, entrave au lien, emprise ou conflit de loyauté, d'accord. Vous allez entendre ces mots-là. Ça veut dire que, et c'est pour ça que c'est important de s'informer et de savoir vers où je vais, hein, quand, euh, quand je m'en vais dans la bataille judiciaire, parce que euh, c'est... euh, c'est très controversé, et donc quand j'arrive devant la juridiction, je vais employer d'autres mots pour pouvoir justement avoir gain de cause, hein. On n'a pas, l'aliénation parentale n'est pas reconnue comme telle, mais on va utiliser donc d'autres notions, hein, comme on vous l'a dit, manipulation, emprise, conflit de loyauté, hein. À ne pas confondre par contre avec des cas de violence, hein. Ça, c'est deux choses totalement différentes, hein. La violence, c'est autre chose, c'est encore un autre cas de figure. Et là, pour le coup, c'est aussi une autre procédure à venir. Euh, Dans le cadre juridique français, euh, ce qu'il faut savoir, euh, ça peut interagir sur l'autorité parentale conjointe. Ce qui peut être dangereux, en fait, pour le bien-être et l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire dans son développement, c'est que quand vous avez un parent aliénant, il s'oppose donc
à la communication avec l'autre parent, hein, donc il ne veut plus du tout le voir, il lui rend la vie impossible, etc. Et du coup, ça peut entraver l'autorité parentale. Donc l'exécution de certains documents administratifs, une opération, des choses comme ça. Et donc le, le- le- le principe clé, hein, c'est vraiment l'autorité parentale conjointe qui peut être mis à rude épreuve. Ensuite, ce qu'il faut mettre aussi en avant lorsque vous partez dans cette bataille, si vous êtes victime que vous êtes un parent aliéné, euh, il faut aller mettre en avant le droit de l'enfant. D'accord. Les deux parents, ont une obligation, normalement, d'entretenir des relations saines pour le bien-être de l'enfant. Donc, la mise en avant du droit de l'enfant est très, 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 très importante. D'accord. Il ne faut pas hésiter vraiment de pointer du doigt l'entrave justement au droit de l'enfant. Et donc de remettre au clair le parent aliénant sur son obligation, normalement, de faire un minimum pour que justement la relation soit normalement saine dans la coparentalité. D'accord. Dans la coparentalité. On ne fait pas ce qu'on veut. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut. Et pour ceux qui sont victimes aussi donc de non-présentation d'enfants, donc c'est un délit, il faut le savoir. Hein, donc c'est un délit, c'est-à-dire que c'est une infraction. Lorsque vous avez un droit de visite et d'hébergement et que l'autre parent s'oppose et se refuse, parce que c'est souvent ce qui va se passer, parce que du coup, le parent aliénant souvent refuse que l'enfant aille chez l'autre parent et donc va tout faire et va stratégier pour oui, il est malade, et donc des certificats médicaux, et oui, il ne pouvait pas venir, et puis oui, non, l'enfant, il ne veut pas te voir, et puis ceci, et puis cela. Donc, le délit de non-présentation d'enfants, aujourd'hui, de plus en plus d'individus sont condamnés au correctionnel. Donc, ils ont ouvert même maintenant des médiations, pénales, des médiations pénales pour la famille, parce qu'il y en a de plus en plus. Et donc, il faut le savoir que c'est un délit. C'est comme le non-paiement de la pension alimentaire, hein, qui est considéré comme comme un abandon de famille. Et ben là, le délit de la non-représentation d'enfants est de plus en plus reconnu. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Il vous est conseillé de recueillir le maximum euh, de preuves, donc des mails, des messages, comme quoi on vous refuse votre droit. Vous pouvez aussi aller en gendarmerie ou commissariat lorsque on refuse de vous présenter l'enfant, et ensuite de ressaisir donc du coup le JAF, hein, le juge aux affaires familiales, et éventuellement de dire bon bah voilà, moi ce qui se passe c'est que ça fait un moment que je me retrouve face à un conflit de loyauté vis-à-vis de mon enfant, donc il refuse de venir, etc. Je soupçonne que, d'accord, et donc de solliciter auprès du juge des affaires familiales. Vous pouvez demander des enquêtes sociales, vous pouvez demander des expertises psychologiques, des médiations, d'accord. Faut pas hésiter, c'est-à-dire que même si la partie adverse refuse, d'accord, le parent aliénant refuse, au moins vous avez fait la démarche de faire une demande de médiation, ce qui peut pencher en votre faveur et démontrer surtout votre bonne foi pour l'intérêt de l'enfant, comme quoi vous faites vraiment le nécessaire. Et il ne faut pas hésiter à aller faire poser des mains courantes ou les plaintes, hein, comme on a dit, lorsque vous vous retrouvez donc face à un refus de votre droit, d'accord. Et ça, c'est dans le cadre juridique, hein, d'accord. Ce qui peut se passer lorsque vous arrivez à amener la preuve auprès du juge des affaires familiales, que voilà, que les enquêtes, etc., arrivent en votre faveur, il peut y avoir un changement de la résidence, c'est-à-dire que bah, là, l'enfant est considéré comme en danger avec le parent aliénant, d'accord. Donc ce n'est pas rien, c'est-à-dire que si vous sentez ça, sachez que votre enfant est en danger psychologiquement, d'accord. On a vu qu'à moyen long terme, c'est quand même, il peut y avoir des incidences, et en plus de ça, on bafoue le droit d'un peu tout le monde. Donc
c'est vrai que c'est difficile d'aller dans la bataille judiciaire, mais avec les bonnes informations, une bonne orientation, un bon accompagnement, il est possible justement d'aboutir peut-être à un changement de résidence. Le retrait partiel aussi, donc comme on avait parlé tout à l'heure de l'autorité parentale, ce qui va venir en fait peut-être à un moment donné faire réagir le parent aliénant et surtout on va toucher les poches, hein. Astreinte financière, c'est-à-dire que à chaque fois, par exemple, qu'il n'y a pas de représentation d'enfant, vous pouvez le solliciter parce que on entend souvent en dehors de l'aliénation, qu'il y ait un refus dans la présentation, dans la non-représentation d'enfants. Donc, vous pouvez demander une astreinte à chaque fois que l'enfant n'est pas présenté. D'accord? Donc, ça va se cumuler et donc il va être le parent qui refuse. Donc là, pour le coup, le parent aliénant, quand vous allez toucher sa poche, en fait, on va l'éduquer comme ça, hein. Il va finir par laisser l'enfant partir parce qu'il faut créer le lien avec l'enfant. D'accord? Continuez à écrire à votre enfant. Peu importe, même s'il ne répond pas. Surtout quand vous êtes avec des ados, c'est là où c'est le plus dur. L'aîné, souvent, c'est lui qui ramasse pas mal, hein, d'accord? Parce que justement, il est aussi le réceptacle de toute la souffrance qu'il y a eu en amont. C'est-à-dire que n'oubliez pas que les enfants, avant la séparation, c'est-à-dire qu'ils vivent la même chose que vous. C'est-à-dire qu'ils vivent avec vous, ils vivent les tensions et ils vous ont vu vous chamailler, hein, avant voilà, ils sont quand même les premiers spectateurs de la désunion. Et il ne faut pas croire qu'ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Les mots ont un impact, et donc ils viennent et ils se mettent dans la tête et le cœur de l'enfant, hein. Et ensuite, du coup, ils sont souvent victimes de violences intrafamiliales, indirectes, hein, ce sont par ricochet, et malheureusement, du coup, ça peut, par la suite, du coup, quand le parent devient aliénant, voilà, il y a une certaine résonance aussi. Donc, vous voyez, si vous êtes dans une situation voilà, un peu délicate, que vous êtes dans une préparation de séparation, voilà, essayez tant bien que mal d'éviter justement de vous disputer ou de parler de l'autre parent à côté de vos enfants. Vous appelez votre mère, vous appelez votre sœur, votre collègue, votre copain, votre copine, enfin, peu importe, même les services, voilà, il est comme ça, elle est comme ça, moi j'en peux plus, etc. En fait, quand vous parlez mal de l'autre, l'enfant l'entend et l'enregistre et donc du coup, il commence à créer donc le conflit dans le cerveau, hein, d'accord? Euh, le, quand on se dit qu'est-ce que je peux faire pour protéger mon enfant? Comment je fais et comment je vais reconstruire après ça? Parce que c'est vrai que quand vous êtes victime comme ça d'aliénation, c'est très dur, hein. C'est parce que c'est psychologique, hein, que ce soit pour l'enfant ou vous-même. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Et le parent aliénant, c'est-à-dire que le parent aliénant aussi, il faut qu'il aille se soigner, hein. On va dire les choses. Le parent aliénant, quelquefois, c'est inconscient. Et tant bien même c'est conscient, ce n'est pas une réaction normale. C'est-à-dire que quand on a du mal à distinguer justement le couple aux parents, hein, c'est-à-dire qu'on va faire du mal à l'autre parent, parce que quand même, l'autre parent, c'est le père ou la mère de l'enfant. Donc, normalement, si on aime ses enfants et qu'on veut le bien pour eux, on ne fait pas du mal à l'autre parent. Donc, pour le parent ciblé, pour le parent ciblé, documentation systématique, d'accord? Il faut apprendre et aller se renseigner absolument sur ce que c'est, d'accord? Comme vous le faites là dans l'information, etc. D'aller vous renseigner, de pousser l'apport d'un psychologue, d'aller lire, de vous documenter, d'accord? Pour avoir le maximum d'informations sur ce que c'est. Parce que c'est vrai que quelquefois, on vous a dit que quand vous êtes le parent aliéné, vous ne prenez pas forcément conscience parce que vous sous-estimez la manipulation. Parce que vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes un parent rationnel. Vous voulez la légalité. Vous ne vous dites pas que je vais faire du mal à l'autre parent. Donc vous subissez et vous en rendez pas forcément compte tout de suite, hein, parce que quelquefois vous pensez que c'est à cause du divorce, etc., etc. Mais
Attention, documentation systématique. Ensuite, une communication écrite factuelle. Ne laissez rien au hasard. De toujours avoir un écrit. Souvenez-vous que les paroles s'en vont, les écrits restent, d'accord? Une communication par courriel, si ça ne fonctionne pas, que vous n'avez aucune, voilà, parce que c'est un peu conflictuel, vous créez une boîte mail, vous envoyez, voilà, le récit. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, comment ça se fait. Informez-vous aussi comment ça se passe à l'école. En fait, manifestez-vous un maximum et donc une communication écrite factuelle, ce qui va permettre en fait d'obtenir en fait des preuves. Hein. C'est ça, hein. C'est ça de créer des preuves. Hein. Ensuite, essayez d'apporter de la neutralité émotionnelle. Je sais que c'est simple à dire, mais il faut absolument faire cet effort, c'est-à-dire de dire, bon, mon enfant de toute façon, bah, il m'aime, je sais qu'il m'aime. C'est juste là, on est en train de lui dire que je suis quelqu'un de pas bien. Donc, il ne faut pas abandonner et il faut mettre de la neutralité, d'accord, concernant ces sentiments-là, d'accord, parce qu'il ne faut pas non plus rentrer vous-même dans l'aliénation, parce que quelquefois, en fait, on devient le parent aliénant sans s'en rendre compte, parce qu'on est aliéné, et donc on devient après le parent aliénant, sous la colère, mais elle se prend pour qui, ou il se prend pour qui, donc attention à ce qui se passe, d'accord. Attention de ne pas devenir vous-même le parent aliénant. Hein. Et ça arrive, hein, ça arrive souvent même. Hein. L'ego en prend un coup, etc. C'est pour ça qu'on demande une neutralité émotionnelle. D'accord. Donc pour le parent ciblé, attention, c'est un exercice, c'est une gymnastique, mais ça s'apprend. N'hésitez pas à vous faire accompagner, parce que pour le coup, vous pourrez aussi avoir des outils et, et d'en parler, parce que c'est vrai que c'est très très important aussi d'en parler. Il vous est conseillé aussi de prendre un journal et un journal chronologique, c'est-à-dire d'inscrire chaque événement pour que quand vous allez justement invoquer le conflit de loyauté auprès d'une juridiction ou auprès d'un professionnel de santé, vous avez vos écrits. Parce que quand vous venez vous expliquer, ouais, mais elle m'a pas laissé les enfants et elle m'a dit ceci, en fait, c'est des choses, c'est monnaie courante. Et du coup, c'est des choses qui peuvent arriver dans un divorce lambda. Donc, on a du mal à détecter tout de suite l'aliénation. Par contre, quand vous allez tenir ce journal chronologique, donc il va y avoir, en plus de ça, normalement, plus on va dans le temps et plus c'est virulent, d'accord. Et plus le parent aliénant va y aller, hein, d'accord, pour justement essayer de briser, de casser ce lien avec vous. Et surtout et avant tout de mettre en place un réseau de soutien. Donc voilà, des professionnels, des amis, la famille, ne pas hésiter à en parler, d'accord, sans se sentir jugé. Des personnes de confiance. Enlever aussi toute personne toxique, c'est-à-dire ces personnes qui viennent et qui font des allers-retours. Quand on vous apporte l'information de l'autre parent, hein, ça à éviter, parce que du coup, ça va peut-être venir jouer sur votre neutralité émotionnelle. Hein, donc attention, et donc un réseau de soutien qui sera très 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 important. Pour l'enfant, il va falloir maintenir un lien sécurisé, c'est-à-dire constamment lui parler. Il refuse de vous parler, vous continuez à lui écrire, vous continuez à lui envoyer des messages, vous continuez à lui faire comprendre que vous êtes le parent et que quoi qu'il arrive, vienne, peu importe ce qui se passe sur cette terre, il pourra compter sur vous. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, croyez-moi. C'est-à-dire que comme le parent aliénant utilise la répétition, vous allez vous contrebalancer en installant justement une certaine sécurisation quand vous allez lui dire et le rassurer comme quoi il n'est pas fou, que tout se passe bien et que peu importe ce qu'il se passe. Vous montrez aussi une neutralité, c'est très important, vous n'attaquez jamais l'autre parent. C'est comme ça pour l'enfant, pour éviter justement qu'il se retrouve lui après dans la culpabilité. Donc ça, on détaille dans les enfants du divorce, parce que souvent, quand vous commencez à rentrer dans ce jeu de non mais c'est elle, non mais c'est lui, l'enfant, lui, ensuite se sent coupable. Et là, on passe à un niveau au-dessus, hein, d'accord. Donc attention. Et voilà, et il faut rester stable avec lui.
continuer à l'amener avec avec des outils, d'accord, qui existent, hein. C'est pour ça qu'on vous dit: «Faites-vous accompagner». C'est une bonne chose. Voilà, il y a il y a comment dire? Des activités, il y a des choses que vous pouvez faire juste ce lien et indirectement ça va venir en fait adoucir et calmer justement cette fausse réalité, hein. Donc et l'enfant viendra de lui-même se confier à vous parce que à un moment donné, comme on vous a dit, à un moment donné, il y a un conflit de loyauté. Quand on laisse faire les choses, l'enfant refuse de vous parler, refuse de vous aimer, hein, il se refuse de vous aimer parce qu'il a peur de faire mal à l'autre. En général, la mère, je vais vous donner l'exemple simple, la mère qui souffre parce qu'il l'a trompée, voilà, donc elle a du mal à revenir. Donc là, on est sur de l'inconscient, d'accord? On est sur un parent aliénant inconscient. C'est un exemple, hein. La mère, elle a du mal dans sa réalité de femme et dans sa réalité de couple à accepter la tromperie. Donc, il devient quelqu'un de très mauvais. Il m'a trahi. C'est une mauvaise personne. Et en plus de ça, j'ai tout sacrifié, j'ai tout fait, etc., etc. Parce que là, on va commencer à compter les points aussi. Donc, l'enfant, c'est le réceptacle de toute cette douleur, de toute cette souffrance, hein. Donc, il va venir absorber la douleur de la trahison de l'adulte. Or que ce n'est pas son rôle, hein, ça doit être le contraire. C'est l'enfant qui doit être sécurisé par le parent et non pas l'enfant qui doit sécuriser le parent. Et donc, on va indirectement, le parent aliénant, là, elle va se créer donc son équipe et donc elle va essayer d'amener l'enfant dans son camp pour justement isoler l'autre et de dire bon bah voilà c'est toi le mauvais. De toute façon tu nous as fait mal, tu ne nous aimes pas et à cause de toi bah, on a dû divorcer et ceci et cela et donc en fait là on remet toute la responsabilité sur l'autre parent et on embarque les enfants avec nous et ça c'est pas bon. Voilà. Si ça persiste, que vous n'arrivez pas à le faire à l'amiable, il va falloir ensuite passer par la case juridique. Ce qui est normal, mais là, prenez un avocat quand même spécialisé dans le droit de la famille, hein, c'est quand même mieux, pour arriver avec un dossier en béton et de demander des expertises. À un moment donné, il va falloir pousser la porte des procédures, c'est pour ça qu'on dit que ça reste un coût financier, mais tout va dépendre en fait aussi tout va dépendre aussi de, comment dire, tout va dépendre aussi du cas, hein, d'accord? Comment ça évolue, etc. Et c'est vrai que c'est long, c'est périlleux, c'est fatigant, hein, c'est très anxiogène, mais il faut y aller, d'accord? Parce que ça, l'enfant aussi il va le voir, hein, d'accord? Il va le voir que vous vous battez pour lui, et ça, bah, il va, un jour il va lire, hein, il va grandir et il saura. On va regarder les erreurs fatales aussi à éviter, hein. Euh, Se défendre émotionnellement parlant, d'accord? Ça ne sert à rien. Donc, quand vous êtes victime d'aliénation, ça ne sert à rien, d'accord? Quand vous êtes le parent aliénant, ça ne sert à rien de vouloir vous défendre émotionnellement. Parce que souvent, quand vous allez vouloir vous défendre émotionnellement, vous allez forcément et systématiquement parler mal de l'autre parent, d'accord? Devant l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de rentrer dans ce couloir, on va dire, qui ne mènera à rien du tout, sauf vous faire craquer et vous faire sortir en fait des mots, des pensées, parce que c'est vrai, ça blesse, c'est dur, hein, ça fait très très mal, et on peut comprendre, hein, on peut l'entendre, mais à éviter, d'accord. Euh, En fait, on va mettre de la souplesse, d'accord. Ça veut dire je vais subir en silence, mais derrière, je vais travailler. Donc, je ne vais pas forcer le lien, hein. Quand il faut, à éviter. Vous ne forcez pas le lien. C'est pas je suis ton père ou je suis ta mère, tu me dois le respect, et puis c'est une menteuse, et que moi j'ai fait ça, et en 1987, quand son père il est arrivé, que en plus c'est. Hein, on entend souvent ça, hein, d'accord, des discours comme ça interminables, des guerres d'ego. L'enfant, lui, il sait pas, hein, faut pas forcer. Pour l'enfant, faut pas forcer le lien. Donc, et non plus d'aller menacer, hein, l'autre, voilà, en disant je vais te mener au tribunal, tu verras, voilà, de faire des menaces comme ça inutilement sans que vous n'ayez aucune stratégie. Ça ne sert strictement à rien. Lorsque vous voulez gagner une bataille judiciaire, en général, taisez-vous. Taisez-vous, opérez en silence, parce que c'est comme ça que vous obtiendrez gain de cause. N'oubliez pas de
d'enlever la charge émotionnelle et de vous dire: «Bon, bah, voilà, je m'en vais dans la bataille juridique, je ne dis rien, je récolte mes preuves, je récolte mes éléments et derrière, si vous avez envie de crier, de pleurer, et cetera, faites-le quand vous êtes tout seul. Prenez une assiette, claquez-la par terre, appelez un psychologue, payez-le et délivrez-vous ou appelez une amie ou voilà, ou faites-vous accompagner dans ce réseau qui voilà. Parce que votre douleur, elle est existante, d'accord? C'est vrai que ça fait mal, c'est dur, c'est compliqué parce que surtout quand, on se fait, littéralement entre guillemets «démonter» par un corps qu'on a serré si souvent, c'est très difficile déjà, hein, et on pensait pas qu'on pouvait aller jusque-là. Surtout que, bah, dans le couple, en général, voilà, il y a quand même eu des choses qui ont été faites et puis là, on va commencer à compter les points et cetera. Donc on ne rentre pas dans ça et on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas parce que, si vous abandonnez, l'enfant, c'est lui qui va trinquer, d'accord? Donc c'est une épreuve qui vous arrive. Quand vous êtes comme ça, en plus, c'est des comportements qu'on ne peut observer que lorsqu'on se sépare, d'accord? On ne voit pas l'aliénation, de toute façon, elle n'a pas lieu d'exister si on n'est pas séparé. Donc ce qui va se passer, c'est que, et pourquoi c'est pendant la séparation? Parce que vous allez me dire: «Oui, mais de temps en temps, on peut, il y a des parents qui vont aliéner pendant qu'on est en couple». Mais sauf que quand vous êtes en couple et sous le même foyer, c'est quand même plus facile de ramener l'enfant vers vous, d'accord? Parce que l'enfant vous observe, même si toute la journée, la mère parle sur vous, vous rentrez du travail, le père, il rentre du travail, il arrive, il fait un câlin à sa fille ou à son fils, c'est vite oublié et puis il peut partir avec papa et puis il va manger avec papa, il va donc, vous voyez, donc c'est pour ça que l'aliénation fonctionne mieux quand il y a deux foyers bien distincts. Donc, n'abandonnez jamais, d'accord? Donc, vraiment, de garder ce lien et d'opérer en silence et de faire ce qu'il faut faire, d'accord? De faire le nécessaire, avec tout ce qu'on a énuméré en amont. Concrètement, si on devait mettre en place un plan d'action opérationnel, il faut déjà évaluer objectivement. Est-ce que je suis victime? Est-ce que mon enfant est victime? Mes enfants sont victimes d'aliénation? D'accord? Parce que attention, on s'en va quand même sur quelque chose. Donc, comme on avait dit, déjà faire la différence avec la violence et en même temps, avec tout ce qu'on a précité, est-ce que effectivement, on est dans un cas d'aliénation ou de la manipulation ou dans un conflit de loyauté, etc. Une fois qu'on a évalué objectivement l'affaire, on va collecter des preuves. D'accord? On va collecter des preuves. Donc, collecter les preuves, c'est comme on a dit. Donc, tenir son journal chronologique, de mettre en place en fait un couloir communicant donc par courriel, aller déposer plainte ou éventuellement faire acte du droit de visite et d'hébergement qui n'est pas respecté. De collecter le maximum d'informations pour pouvoir ensuite aller consulter un avocat spécialisé, donc comme on vous a dit, dans le droit de la famille, si jamais il faut aller plus loin et de faire valoir vos droits auprès de la justice, si vraiment voilà, ça commence à perdurer. Et en sachant que vous pouvez passer d'abord par des médiations. On vous l'a dit, ça fait partie des collectes de preuves. Quand vous allez passer par des médiations, il y a des services privés où vous avez des pré-médiations. Ça, d'ailleurs, on le fait chez Horloge. Et vous avez des structures de médiation familiale qui sont labellisées, où vous pouvez donc solliciter, même s'il y a un refus de l'autre parent, on va voir votre démarche dans l'intérêt de l'enfant. N'oubliez pas que le jeu d'affaires familiales reste quand même dans l'intérêt de l'enfant. Ensuite, vous allez pouvoir mettre avec votre avocat une stratégie, mettre en place une stratégie écrite, d'accord?
Et ce qui va permettre aussi, en parallèle, de protéger l'enfant psychologiquement. Donc, protéger l'enfant psychologiquement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'accord? Les choses à ne pas faire. Ne pas l'abandonner, ne pas menacer juridiquement, dire à l'enfant, je vais aller au tribunal, de toute façon, elle verra, non, 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 ou il ou elle verra. Ne pas forcer le lien, hein, laisser l'enfant venir, vous inquiétez pas. Continuez à lui écrire, à lui parler, à lui dire que vous êtes présent, que vous l'aimez, hein, il a besoin de ça. Et pour venir controverser justement la fausse réalité initiée par le parent aliénant, et ne pas mal parler de l'autre parent, surtout et avant tout, chose qui n'est pas simple, hein, je veux bien vous croire, parce que la douleur est bel et bien présente, et éviter donc de se défendre émotionnellement parlant. C'est comme ça que je vais protéger l'enfant psychologiquement, d'accord? Et puis, par contre, il va vous falloir vous armer de patience, parce qu'il va falloir tenir dans la durée. Hein, tenir dans la durée, ce qui est important, parce que du coup, la bataille est très, très douloureuse. Tenir dans la durée. Donc, voilà, on a fait à peu près le tour. Je vais conclure. Voilà, on a fait le tour, mais on va conclure brièvement, parce qu'on arrive déjà donc pratiquement à notre temps écoulé. Si on pouvait conclure, on pourrait dire que l'aliénation parentale, on peut l'assimiler à une maladie professionnelle. Hein. C'est quelque chose qui va venir en fait détruire lentement, mais profondément. Donc, pour répondre à quelque chose qui s'installe lentement, mais profondément, la seule réponse efficace que vous allez pouvoir rendre, c'est qu'il faut qu'elle soit structurée, froide, c'est-à-dire sans aucune émotion quelconque, documentée et persistante. Voilà les mots-clés qu'il faut garder lorsque vous êtes victime que vous êtes un parent aliéné, pardon, euh, pour justement mener au mieux votre épreuve et de mener au mieux pour pouvoir sortir l'enfant surtout, de venir le sécuriser psychologiquement parlant. Hein. Ça finit par aboutir. Ne croyez pas, c'est vrai que c'est dur quelquefois à la longue. Vous dites, ouais, mais ça aboutit à rien, et puis il y a eu ça. Vous ne faites jamais rien sans rien, d'accord? Même si dans les débuts, vous allez avoir des réponses négatives, même de la part de la justice, accrochez-vous parce que ça finit toujours par payer. Et surtout, n'oubliez pas que l'important, c'est l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, à un moment donné, il grandit, il va finir par avoir le vrai son de cloche. Et donc, l'important, c'est ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas briser ce lien, il ne faut pas le lâcher ce lien, et surtout pour éviter qu'il se retrouve dans des failles, une dépendance affective ou des choses comme ça, de le rassurer, l'enfant, hein, et de rester au taquet, hein, lorsqu'il va venir se présenter à vous. De toute façon, c'est ce qu'ils font toujours. Un jour, il viendra vous dire, je suis pas bien, je me sens pas bien, j'ai besoin de me livrer parce que justement, j'ai besoin de te dire certaines choses. Hein. Et là, attention, c'est la même quand l'enfant vient se confier à vous. Ne rentrez pas dans le jeu de ah, je le savais qu'elle était comme ça. Ah mon Dieu, elle n'a pas fait. De poser des questions orientées aussi, ça ne sert strictement à rien. L'important, c'est de libérer la parole de l'enfant. S'il vous fait confiance, en fait, il faut l'amener à la confiance. D'accord, quand vous allez rester stoïque face justement aux attaques du parent aliénant, que vous allez montrer que justement vous ne vous battez pas que ça ne vous atteint pas parce que vous savez que ce n'est pas la vérité. Surtout et avant tout, hein, parce que ce n'est pas une vérité. On vous a dit que c'était une fausse réalité qui est en train de venir se consolider dans le cerveau de l'enfant. D'éviter justement de rentrer dans ce jeu pervers, et ça va finir par percer. Ça, croyez-moi que ça finit par percer. L'enfant grandit, l'enfant évolue, et ensuite, de toute manière, il y a épuisement, hein, à un moment donné. Donc, n'abandonnez pas et faites valoir vos droits ainsi que ceux de vos enfants, parce qu'il y a une obligation de la part des parents de protéger. Voilà, voilà. Donc, euh, on a terminé, on a terminé un petit peu on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour.
J'espère que ça vous a plu. Voilà, on est parti vraiment en détail. On a fait le tour de l'aliénation parentale. Je n'ai pas eu le temps je n'ai pas eu le temps de lire vos messages parce que j'ai été très concentrée sur, sinon j'allais partir sur j'aurais tendance à vouloir vous répondre. Donc, si vous avez donc, très bien, bah, très bien. J'espère que peut-être que certains vivent cette situation, hein, ou ont déjà été victimes de cette manipulation, donc le conflit, hein, le conflit de loyauté, hein, vis-à-vis de l'enfant. Et donc ça, c'était un premier volet accordé donc à la séparation. Et comme on vous a expliqué, le but étant, c'est de vous amener, de nous amener, parce que je m'inclus dedans, de nous amener en fait à une meilleure réflexion pour justement se dire, bon bah voilà, on va faire le nécessaire pour que ça se passe bien dans la coparentalité. La coparentalité, c'est vraiment la clé du succès de notre société, du succès de l'éveil de nos enfants. Et ça se passe uniquement quand on prend conscience du mal qui peut être mis dans la tête de nos enfants. D'accord? De rien. Euh, alors, je m'aperçois de... D'accord. D'accord, très bien. Alors attendez, je vais répondre un peu à vos questions. Juste, je rappelle rapidement, ceux qui sont arrivés en cours de route, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, et prendre un cœur du jour, ça vous coûte pas grand-chose, mais en même temps, moi, ça me permet en fait de sécuriser mon live et, euh, et d'ameuter le maximum de personnes pour l'information, si ça vous a plu, bien sûr. Merci beaucoup, merci Kenzie pour le coffre, hein. Vous pouvez prendre le coffre en haut à gauche et de prendre le cœur du jour si vous n'avez pas de quoi honorer la petite